Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Galaxar pour la chaîne des ludologues. Et aujourd'hui on se retrouve pour... Little Town. Little Town est un jeu créé par Shun et Aya Taguchi. Les illustrations ont été faites par Sabrina Miramont pour des parties de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et une durée d'environ 40-45 minutes. Il est édité chez Studio GG et chez Yellow. Que retrouve-t-on dans une boîte de Little Town? Tout d'abord le livret de règles en 8 pages. Ensuite, une fiche aide de jeu qui va nous permettre de se souvenir des tours et des effets de bâtiment. Un plateau de jeu recto verso. Des tuiles bâtiment au nombre de 29. Dans les 29, il y aura 5 tuiles blé. Des cartes objectifs au nombre de 18. Des pions ressources. 15 cubes de pierre, les gris. 15 cubes de bois, les marrons. 15 cubes de poisson, les bleus, et 15 cubes de blé, les jaunes. Un petit marqueur de manche ainsi qu'un marqueur de premier joueur. Des pièces par 1 et par 3. Il y en a 24 au total, 16 pièces de 1 et 8 pièces de 3. Et enfin, des ouvriers et des maisons, ainsi qu'un marqueur de points pour chaque joueur. Il y a 4 couleurs disponibles, et on termine avec le jeton avec les 60 points lorsqu'on a dépassé la limite des 60 points. Voyons ensemble la mise en place du jeu Little Town. Alors, la mise en place démarre avec la mise en place du plateau, à choisir le côté recto ou le côté verso. Donc les différences entre les deux côtés, ce sont la montagne de 2 et le lac de 2. Ici, le lac de 2 est positionné en bas à gauche et la montagne est au milieu en haut. Alors que de l'autre côté, le lac est en bas au milieu et la montagne en haut à droite. En termes de nombre de ressources, toutes les cases ont été équilibrées pour pouvoir en recueillir autant par tour. Pour notre mise en place, nous allons partir sur le côté recto. On place l'ensemble des jetons ressources sur le côté, ainsi que les pièces. On va prendre les 5 tuiles blé, elles sont toutes identiques, et les placer sur la case blé ici. Ensuite, nous allons prendre l'ensemble de la pile bâtiment, la mélanger. Alors pour la mélanger, vous pouvez très bien étaler et tout mélanger. Et on va en sélectionner pour remplir l'ensemble des carrés ici. On en aura un total de 12. On les place côté recto. Et voilà, j'ai mes 12 bâtiments ainsi que mes champs. J'ai sélectionné le côté recto. Et maintenant, je vais pouvoir distribuer les cartes missions et répartir le nombre d'ouvriers en fonction du nombre de joueurs. Sachant que le jeu peut se jouer de 2 à 4 joueurs, on aura des missions en nombre différent en fonction du nombre de joueurs. À 2 joueurs, on aura 4 missions chacun. À 3 joueurs, on aura 3. Et à 4 joueurs, on en aura 2. Concernant les meeples de chaque joueur, on en distingue 3 types. Tout d'abord l'étoile, qui va être le marqueur de points qu'on va placer sur 0. Ensuite, les pions ouvriers qu'on va avoir en nombre de 5 à 2 joueurs. Ensuite, 4 à 3 joueurs et 3 à 4 joueurs. On a ensuite les pions construction. On en aura 7 à 2 joueurs, 6 à 3 joueurs et 6 à 4 joueurs. Ici, nous allons prendre l'exemple d'une partie à 2 joueurs. Nous allons donc prendre l'intégralité des pions maison et l'intégralité des pions ouvriers pour chaque joueur. Chaque joueur a eu ses 4 cartes mission. Il va donc devoir les consulter
secrètement bien entendu. Les points écrits en haut de la carte lui donneront, lorsque la mission sera accomplie, des points de victoire. Certaines cartes possèdent un symbole point d'exclamation. Cela veut dire qu'il faut des bâtiments qui produisent ou consomment ou ont des effets particuliers pour pouvoir accomplir la mission. Il faudra donc vérifier en tout début de la partie que ces conditions sont réalisables avec les bâtiments disposés en bas du plateau. Si une mission n'est pas réalisable à cause du point d'exclamation, alors on défausse la carte et on en reprend une nouvelle. On va prendre le pion marqueur de manche et le placer sur la manche numéro 1 et tirer au hasard un premier joueur. Et enfin, pour terminer la mise en place, chaque joueur va recevoir 3 pièces de 1 qu'il conservera avec lui. Et voilà, nous sommes prêts à faire une partie. Dans Little Town, il existe 2 actions de base que l'on va pouvoir faire avec nos ouvriers. Un ouvrier, sur notre tour, va pouvoir être posé sur n'importe quelle case du plateau ici, ou en zone de construction. Nous allons d'abord nous intéresser sur la partie du plateau. Donc le plateau est séparé en plusieurs cases, et les cases occupées par du décor ou un bâtiment ne pourront pas accueillir un ouvrier. On ne pourra donc placer que nos ouvriers sur de la prairie. Lorsque je vais placer un ouvrier sur de la prairie, par exemple ici, je vais pouvoir effectuer l'action de récolter les ressources et activer les bâtiments qui lui sont adjacents. Les cases adjacentes sont l'ensemble des 8 cases autour du personnage. Donc si je place mon ouvrier ici, les 8 cases autour de mon personnage sont de la prairie, il ne peut donc récolter ni activer aucun bâtiment. Il va falloir donc pouvoir placer son ouvrier de la manière la plus judicieuse pour pouvoir récolter le plus de ressources possible en un seul coup. Par exemple, je place mon ouvrier ici. Je vais donc recevoir 2 poissons et un bois. Je prends donc mes 2 poissons et mon bois et les place dans ma réserve. Au tour du joueur suivant, il va également avoir le choix de placer un ouvrier sur le plateau ou en zone de construction. Ici, un ouvrier orange a été posé. Je ne pourrai donc pas déposer mon ouvrier sur la case déjà occupée. Je vais devoir donc utiliser une autre case qui sera encore libre en prairie. Par exemple, ici, je pourrais me placer sur la case à côté. Je vais donc prendre 2 poissons. L'ensemble des ressources disponibles vont nous aider à construire des bâtiments et à nourrir nos ouvriers. Les types de ressources disponibles de base sont les poissons, le bois et la pierre. Viendra par la suite le blé lorsqu'il y aura des constructions. À la fin de la manche 1, lorsque j'aurai dépensé l'ensemble de mes 5 ouvriers pour une partie à 2 joueurs, je devrais pouvoir dépenser autant de pions nourriture que j'ai d'ouvriers. Il va donc me falloir 5 pions nourriture puisque j'ai 5 ouvriers. Ici, sur mon premier coup, j'ai réussi à récolter 2 poissons. Je suis donc bien parti pour réussir à payer ma nourriture à mes ouvriers. Dans le cas où à la fin de la manche 1, 2, 3 ou 4, un ouvrier n'aurait pas été nourri, je vais directement perdre 3 points de victoire. Attention, même en manche 1, si nous n'avons pas marqué de points, on peut avoir des points négatifs. Ici, c'est de nouveau au joueur orange. Il pourrait très bien prendre la décision de prendre son ouvrier et le placer en construction. Il pourrait dépenser un bois qu'il remet en réserve pour construire un champ de blé. Il va devoir placer son champ de blé de manière judicieuse afin d'élaborer une stratégie par la suite. Ici, il décide de le placer sur cette case, de manière à pouvoir récolter l'ensemble des 4 ressources s'il peut se placer ici. Une fois la construction terminée, le joueur orange prend une maison et le place sur sa construction. Tout le monde saura alors que cette case appartient au joueur orange. Cela ne veut pas dire qu'il est le seul à pouvoir l'exploiter. Par exemple, au tour du joueur violet, il pourra très bien se placer ici et récolter gratuitement un poisson, une pierre et un bois. En revanche, s'il veut pouvoir récolter un blé, il devra dépenser un sou et le donner directement au joueur concerné. Le joueur violet récolte 4 ressources. Il est à présent à 4 de nourriture, une pierre et un bois. Nous allons pouvoir continuer ainsi de suite sur l'ensemble de la manche. La manche numéro 1 s'arrête lorsque l'ensemble des ouvriers aura été utilisé. Par exemple, ici, l'ensemble des ouvriers ont été utilisés. Admettons que les ressources aient été réparties de manière cohérente avec les placements d'ouvriers. La manche numéro 1 va se terminer et nous allons passer à la manche numéro 2. Avant de passer à la manche numéro 2, il va falloir
payer nos ouvriers avec notre nourriture. Ici, à 2 joueurs, nous avons 5 ouvriers, donc il faut payer 5 nourritures. Comme je vous l'ai expliqué, pour chaque ouvrier non nourri, nous perdrons 3 points de victoire sur la piste du score. Une fois les ouvriers nourris, nous passons à la manche numéro 2, puis à la 3, puis à la 4. À la fin de la manche 4, le joueur ayant le plus de points de score sur la piste remporte tout simplement la partie. Comment fait-on pour scorer des points de victoire ? Il existe plusieurs moyens. Tout d'abord, nous avons les missions que nous avons analysées tout à l'heure, qui vont pouvoir nous permettre de débloquer une partie des points de score, mais également les pièces. Par tranche de 3 pièces en fin de manche 4, nous gagnerons un point de victoire. Mais surtout, ce sont les bâtiments qui vont pouvoir nous permettre de scorer. Par exemple ici, le joueur orange a construit un champ. Il aurait dû normalement récupérer ses 3 points de victoire, puisque les 3 points sont inscrits en haut, directement après sa construction. Il passe donc à 3 points. Certains bâtiments vont pouvoir vous permettre d'avoir des points de victoire en échange de ressources. Par exemple ici, en échange de 2 blés, je vais pouvoir gagner 5 points de victoire. Admettons que le joueur orange les prise et les placer ici, et qu'un autre champ ait été mis ici. Le joueur orange pourrait très bien décider de récolter ces 2 blés et d'activer son bâtiment sur le même tour. Lorsqu'un ouvrier est placé pour activer des ressources et des bâtiments, il ne va pouvoir le faire qu'une seule fois. En revanche, le joueur choisit l'ordre d'activation dont il souhaite disposer. Donc, pour notre exemple, le joueur pourrait très bien décider de d'abord dépenser 2 blés pour avoir 5 points de victoire et ensuite en récolter 2. En revanche, il faudrait qu'il ait déjà de la trésorerie en blé. Ici, ce n'est pas le cas, donc il peut choisir de récolter ces 2 blés en premier et ensuite les échanger pour 5 points de victoire. Il est parfaitement possible d'utiliser les bâtiments donnant des points de victoire, même par les autres joueurs, sous condition de pouvoir payer à chaque fois le joueur possédant cette case. Nous avons d'autres exemples dans le marché. Ici, par exemple, l'église va me permettre de dépenser 3 pièces pour obtenir 5 points de victoire. Ici, la ferme va pouvoir me permettre de dépenser un blé et un poisson pour 4 points de victoire. Ici, nous avons le château et ici la cathédrale. Nous verrons leurs effets par la suite. Après avoir passé de la manche 1 à la manche 2, le pion premier joueur va être donné à un autre joueur dans le sens horaire. Ici, nous sommes à 2 joueurs, il passe donc au joueur adverse. Attention, dans une partie à 3 joueurs, lorsque nous passons de la manche 3 à la manche 4, le pion premier joueur ne va pas passer dans le sens horaire, mais va être donné au joueur le plus en retard sur la piste de score. Et enfin, dernière petite subtilité dans la partie de Little Town, il existe 2 types d'actions libres disponibles pour l'ensemble des joueurs. Ces actions libres vont pouvoir être utilisées à n'importe quel moment pendant la partie. Ces actions libres sont de valider un objectif, donc à n'importe quel moment si un objectif a été rempli, nous pourrons le valider et donc scorer sur la piste de score, ou alors substituer une ressource contre 3 pièces. Si le joueur orange décide de donner 3 pièces à la banque, il pourra prendre n'importe quelle ressource dans la réserve et la placer directement dans sa réserve personnelle. Cela va pouvoir lui permettre de débloquer certaines situations sur le cas d'activation des bâtiments, ou alors tout simplement sur de la construction. Il est nécessaire de vérifier si en fin de manche des bâtiments sont activables. Ces bâtiments sont les suivants. Par exemple, la résidence va nous permettre d'effectuer le même type d'action qu'un ouvrier, c'est-à-dire une récolte. Donc à la place de mon ouvrier orange, s'il était ici, et que j'avais placé la résidence là, je pourrais très bien activer son effet en fin de manche, donc c'est une seule fois par manche, pour récolter et activer l'ensemble des bâtiments qui sont adjacents à la case. Donc ici, je pourrais, sans avoir placé d'ouvrier, actionner mes 2 champs, plus mon bâtiment, et récolter mes 5 points de victoire gratuitement. Ça me donnera une action supplémentaire sur l'ensemble des manches restantes. Il existe d'autres bâtiments qui vont avoir des effets d'activation en fin de manche. Ces bâtiments sont, comme évoqué tout à l'heure, la cathédrale, le château, mais aussi la tour de garde. Donc, la tour de garde, c'est cette tuile. Je vais la placer sur le côté. Et nous allons pouvoir voir les effets qu'ils ont. Donc concernant la cathédrale va nous permettre en fin de manche, donc le sigle fin de manche c'est la petite horloge sur le côté,
Donc en fin de manche, elle va nous permettre de récolter un point de victoire par ouvrier qui lui sera adjacent. Donc adjacent, c'est toujours pareil, les 8 cases sur le tour. La résidence, nous venons de le voir, elle va permettre au joueur qui possède cette case d'activer en fin de manche son effet, et donc d'activer et récolter l'ensemble des ressources sur les cases adjacentes. S'il existe des bâtiments sur le pourtour de la résidence qui ne sont pas au joueur, il pourra très bien choisir de payer une pièce pour activer le bâtiment. Ici, il payerait une pièce pour en récolter 3, ce qui fait toujours un avantage. Nous avons encore le château qui, lui, par contre, ne s'activera qu'à la fin de la partie, et il gagnera 4 points de victoire par bâtiment adjacent du propriétaire du château autour du château. Donc si le château était placé ici, j'aurais donc 1, 2, 3 cases adjacentes à mon château, sous condition qu'il soit orange, et donc 3 fois 4, j'aurais donc 12 points. Et enfin, la tour de garde me permet en fin de partie de gagner 2 points de victoire par emplacement vide autour de la tour de garde. Donc si je l'avais placé ici, j'aurais les 8 cases de libre, sauf la case ressources, donc 7 cases x 2, j'aurai 14 points de victoire. La partie prend fin à la fin de la manche 4, et le joueur qui aura le plus de score remportera tout simplement la partie. En cas d'égalité, les joueurs se partageront tout simplement la victoire. Et voilà, vous savez à présent tout sur Little Town, il ne vous reste plus qu'à jouer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt sur la chaîne de Ludologue. Salut!